si tout le monde respectait le code de la route, tout irait mieux. Eh bien non, c'est plus compliqué, hélas. Ça ne veut pas dire, ce que je viens de dire, qu'il ne faut pas s'efforcer de respecter le code. Mais si vous respectez à la lettre le code, vous mourrez. Et oui, le code de la route n'est pas suffisant. Vigilance et bon sens sont de rigueur avec la multiplication des usages sur l'espace public. Certains piétons ne se sentent même plus en sécurité sur les trottoirs. J'ai essayé de comprendre quelles étaient les sources de ce conflit et les changements à mettre en place par les villes pour apaiser cet espace public. Pour ce faire, je suis donc allé à la rencontre de Frédéric Errand, économiste des transports et urbaniste, pour répondre à mes questions. L'espace public a toujours été un lieu de conflit de tout temps, parce que l'espace est rare, et il est limité. Beaucoup d'usagers s'y pressent de toutes sortes, pas seulement des piétons, mais aussi des véhicules en tout genre. Ça se bouscule, inévitablement. Est-ce qu'on peut dire qu'avec l'avènement notamment de la voiture dans les années 50-60, le phénomène s'est amplifié? Oui, très certainement, parce que les véhicules automobiles sont allés de plus en plus vite. C'est très impressionnant de voir comment la vitesse est sans cesse accrue. On roulait au début du XXe siècle à 15 à l'heure maximum. Un tramway roulait, il y en avait beaucoup dans les villes, roulait à 10-12 à l'heure, pas plus. Et les cyclistes allaient plus vite qu'un tramway. On n'a pas idée de la lenteur des déplacements il y a un siècle. Et puis ça s'est accéléré. Et dès l'entre-deux-guerres déjà, avec des automobilistes très organisés qui ont réclamé de pouvoir aller toujours plus vite, y compris dans les villes, et surtout dans les villes. C'est là qu'on trouvait d'abord et avant tout les voitures. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On a chassé les voitures des centres-villes et les voitures se trouvent en périphérie. On voit aujourd'hui ce conflit au niveau de l'usage de l'espace public. On en arrive à des situations un peu critiques. Enfin, on a vu le cycliste se faire tuer par un SUV. Des personnes qui aujourd'hui, notamment des personnes à mobilité réduite ou dites plus faibles, qui n'osent plus réellement sortir de chez elles par peur de se faire tamponner sur le trottoir. Il y a quand même une atmosphère un peu particulière qui se crée. Comment vous pourriez analyser cette actualité un peu? Après-guerre, tout le monde était d'accord pour donner la priorité à la voiture. Et c'est ce qu'on a appelé, après coup, le tout automobile. C'est la priorité accordée à la voiture en toutes circonstances. Les autres modes de déplacement ont tout à fait le droit d'exister, mais enfin, il ne faut pas qu'ils gênent la voiture. Et tout le monde l'a intégré dans les années 50, 60, 70. C'était la modernité de faire place à la voiture. On considérait, et encore aujourd'hui dans beaucoup de petites villes, par exemple, on considère que s'il n'y a pas assez de place dans une rue, on autorise les automobilistes à stationner à cheval sur le trottoir. C'est très courant aujourd'hui encore. C'est ça la priorité très concrètement accordée à la voiture. Et c'est ça qu'on est en train de remettre en cause aujourd'hui. Et le nouveau paradigme, c'est de se demander déjà à qui donner désormais la priorité. Certains pensent que c'est le transport public qui doit être la priorité et il faut le rendre gratuit. Il y a tout un mouvement autour de ça. D'autres imaginent que ce sont au contraire les cyclistes qui devraient avoir la priorité. Et enfin, on a encore certains qui disent « mais non, ce sont les piétons qui sont finalement les plus urbains, ceux qui créent assurément le moins de nuisances ». Et moi, je me situe clairement dans ce débat. Je pense que ce sont les piétons à qui il faut donner la priorité. Parce que ce sont les plus faibles, mais aussi les plus démocratiques. C'est le seul mode de déplacement qui permet complètement la rencontre. On a parlé tout à l'heure de conflit. On avait avant, on va dire, le conflit automobiliste-piéton. On a aujourd'hui le conflit piéton-cycliste. Comment on pourrait dresser un portrait de ces conflits actuels? Dans le passé, c'était assez simple. On avait l'automobiliste prioritaire et le piéton devait s'effacer, donner toute la priorité aux automobilistes. Et donc on a mis par exemple très peu de traversées d'artères pour éviter de gêner les automobilistes. Il fallait faire, je sais pas moi, 200 mètres pour trouver enfin un passage piéton, ou parfois jusqu'à 500 mètres. Les cyclistes, eux, étaient totalement niés. On estimait dans les années 70, 60, 70 et même encore 80, que les cyclistes allaient disparaître, qu'il n'y en aurait plus. Voilà, donc c'était une affaire réglée. Il n'était pas nécessaire de faire des aménagements cyclables, puisqu'ils allaient disparaître. C'était un mode de déplacement du passé, le véhicule du pauvre, et avec l'élévation du niveau de vie
les cyclistes allaient disparaître. Ça paraît étrange de l'imaginer aujourd'hui, mais l'expression de l'époque, c'était les cyclistes, c'est un public résiduel. Résiduel. Okay. Vous voyez, c'est la violence du... Oui, c'est dur. Ouais. Aujourd'hui, les choses sont assez différentes, puisqu'on n'arrive pas à mettre le débat sur la table de qui doit être prioritaire. Il y a un flou aujourd'hui qui s'installe et qu'il faut justement travailler. À qui donne-t-on la priorité ? Tant que ce sujet n'est pas traité, vous avez par exemple des cyclistes qui pensent être les prioritaires sur tous les autres, alors que c'est contestable, évidemment. Ou alors des gens qui pensent que les transports publics doivent être absolument prioritaires, et là aussi, c'est contestable. Il faut en débattre. Une ville comme Paris a essayé de trancher ce débat. Mais c'est assez facile à Paris, parce qu'il y a énormément de piétons, donc c'est assez logique qu'on accorde la priorité aux piétons. Mais la ville s'est bien prononcée, clairement, et répète à l'envi que la priorité doit être accordée aux piétons à Paris, et ensuite aux cyclistes, et ensuite aux transports publics, etc. Et dans beaucoup de villes, la question n'est pas tranchée, n'est pas débattue. Depuis tout à l'heure, justement, vous insistez sur le fait de redonner la priorité. À qui donne-t-on la priorité ? Dans l'imaginaire des gens, moi le premier, je me dis, ok, cycliste, piéton, même combat contre la voiture. En gros, et si aujourd'hui on réfléchit bien, les conflits sont un peu décalés au sein même de la mobilité douce. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal tout ça ? Il faut vraiment distinguer la perception de la réalité. On a des statistiques précises par l'Office national d'information et de sécurité routière qui expliquent dans des tableaux, ces 3 dernières années, ils se sont fatigués à faire des tableaux très intéressants, qui bouscule qui. Et on voit bien dans ces tableaux que le piéton, il est très peu tué ou accidenté grave par des cyclistes, et beaucoup plus, mais je sais pas, 100 fois plus, vous voyez, de cet ordre, par des automobilistes, par des 2 roues motorisés, par des camions. Enfin, voilà, il n'y a pas photo, quoi. Le problème, c'est bien les motorisés, c'est pas les cyclistes pour les piétons. Mais la perception est tout autre. Alors pourquoi elle est tout autre ? D'abord parce que, comme je l'ai expliqué avant, les cyclistes, on les avait rayés de l'espace urbain, on estimait qu'ils allaient disparaître. Et les piétons ont pris l'habitude de traverser la rue à l'oreille, en écoutant s'il y avait un motorisé qui arrivait ou pas. Et maintenant qu'il y a beaucoup plus de cyclistes, ils sont très surpris, parce que un cycliste est silencieux. C'est à la fois, vous voyez, un atout formidable pour la ville, mais une gêne pour les piétons. Les piétons, ils doivent désormais apprendre à regarder et pas seulement à écouter. Bon, cela dit, c'est pas ce que je viens de dire n'excuse en rien le comportement des cyclistes, bien entendu. Les cyclistes doivent être, je l'ai dit avant, je crois clairement, respectueux des piétons d'abord. Le piéton doit rester la priorité en ville. C'est l'urbanité incarnée, le piéton. Si on revenait sur le rôle des municipalités et des politiques publiques dans la régulation de l'espace public, on peut juste revenir sur l'exemple notamment des trottinettes, où il y a eu un référendum pour l'interdiction des trottinettes. Vous parliez tout à l'heure de débat, mettre le débat au sein même des élections municipales. Quelles peuvent être derrière les actions des municipalités par rapport à une régulation possible ? D'abord en parler de ces conflits, de qui doit être prioritaire. Mais ensuite, il faut quand même expliquer qu'il ne suffit pas de respecter le code de la route, comme on l'entend toujours. Il y a plein de règles tout à fait indispensables dans le code de la route. Mais il est imparfait, ce code. Et il sera toujours imparfait. Il y a quantité de règles qu'on ne pourra jamais complètement expliciter. En fait, il y a toutes sortes de règles implicites que chacun doit connaître pour vivre en harmonie sur l'espace public. Une des règles implicites du piéton, nouvelle, de regarder et pas seulement d'écouter. Une autre règle implicite, c'est de ne jamais passer au vert sans avoir regardé si un véhicule arrivait et sans avoir repéré si le véhicule vous a bien vu. Je crois que tout parent qui a un petit peu l'habitude, très vite apprend à son enfant à ne jamais passer au vert sans regarder. Moi, le premier, j'ai 2 enfants, j'aurais dit, c'est pas parce que le bonhomme est vert qu'on peut y aller sans regarder. Effectivement, c'est un réflexe aujourd'hui qu'il faut avoir. C'est une règle implicite qui n'est pas écrite dans le code de la route et qui pourtant est fondamentale si on veut rester en vie. Je connais, hélas, des situations comme cette petite fille de 11 ans dans le 16e arrondissement de Paris, elle est morte parce qu'elle n'a pas regardé alors qu'elle avait le vert
devant elle. Dans cet accident, c'est un poids lourd qui a tourné à droite, qui lui aussi avait le vert, mais qui n'a pas vu la piétonne. Donc on voit que tout le monde a respecté le code, et pourtant, cette petite fille a été tuée. On voit bien que c'est plus compliqué que juste de respecter le code. Les autorités peuvent s'efforcer d'expliquer toutes ces règles implicites. En gros, ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il y a une nouvelle pédagogie qui se met en place dans l'espace public, dans les comportements à avoir, dans les mobilités à avoir. On doit avoir justement cette nouvelle façon de faire ou cette nouvelle façon d'interpréter. Ça s'appelle souvent le code de la rue, par opposition au code de la route. Alors, le code de la rue, c'est un slogan, hein. Ça dit assez bien qu'il faut essayer de faire plus que d'appliquer seulement le code de la route. Donc, par exemple, priorité aux plus faibles. Alors, c'est écrit dans le code de la route, brièvement, quand même, cela, mais c'est peu respecté. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a une loi du plus fort, implicite, mais qui est toujours existante. C'est une loi de la physique. Votre énergie cinétique dépend de votre masse et de la vitesse au carré, hein. E égale 1/2 de mv carré, on l'apprend même en passant le code de la route. Mais tout le monde l'a oublié, mais enfin voilà, cette loi de la physique, c'est ça qui gouverne la mobilité, essentiellement. À cause de cette loi, nous, on n'est pas du tout égal face au code de la route. Parce que le code de la route, il suppose implicitement que tout le monde peut être mis sur le même plan. Mais c'est totalement faux. Pour le dire très simplement, on n'a jamais vu un piéton ou un cycliste renverser une voiture. C'est ça la loi de l'énergie cinétique. Donc ça, il faut le rappeler. Rappeler que le code de la route, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la situation. J'entends sans arrêt des élus, des associations, beaucoup de monde dit si tout le monde respectait le code de la route, tout irait mieux. Eh bien non, c'est plus compliqué, hélas. Ça ne veut pas dire, ce que je viens de dire, qu'il ne faut pas s'efforcer de respecter le code. Mais si vous respectez à la lettre le code, vous mourrez. Hein, c'est-à-dire que, vous voyez, par exemple, si vous croyez que vous avez la priorité quand vous venez de la droite parce que vous êtes cycliste et que vous passez alors qu'il y a une voiture qui arrive, si la voiture ne vous a pas vu, ben voilà, vous terminez à l'hôpital ou au cimetière. Et donc, il ne faut pas, je le répète, hein, c'est dur à entendre, mais il ne faut pas respecter à la lettre le code de la route. Il faut l'interpréter de façon intelligente avec toute cette idée de règles implicites. Mais heureusement, bien sûr, qu'il existe ce code. Si on bascule maintenant sur effectivement ce code de la rue, comme vous l'appelez, mais il peut être aussi supporté par des aménagements urbains notamment. Ça va sur les pistes cyclables, ça va sur des rues aux écoles. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces aménagements, de leur efficacité et également des zones à trafic limité? Voilà, quel est l'impact de ce type d'aménagement? L'aménagement structure les comportements. Si vous faites des aménagements bien conçus, qui correspondent naturellement aux usages, vous verrez le public, les usagers vont devenir spontanément plus civiques. Je vais prendre un exemple qui est un peu difficile à entendre, mais pourtant si vrai. Paris, c'est peut-être la ville au monde où il y a le plus de carrefours à feu. 1700 carrefours à feu. Il y en a tout le temps. Donc, quand un cycliste dans Paris, il est confronté à cette abondance incroyable de carrefours à feu, à tel point qu'il doit s'arrêter tout le temps et recommencer. Il y a un feu rouge pour lui, en gros, tous les 300 mètres. Donc au bout de 3 km, c'est arrêté 10 fois. Et il n'en peut plus, quoi. Alors il finit par brûler les feux qui lui paraissent moins importants que d'autres. Évidemment, un cycliste, il ne fait pas n'importe quoi, il sait qu'il n'a pas de carrosserie, et donc il s'arrête à tous les feux de carrefours importants, évidemment, mais pas aux petits carrefours. Mais si on enlève ces feux aux petits carrefours, comme est en train de le faire, ils ont presque fini, Bordeaux ou Grenoble, qui réduisent considérablement le nombre de carrefours à feu. À Bordeaux, il y en avait 900, ils en auront bientôt plus que 600. Eh bien, bingo, les cyclistes deviennent plus civiques. Est-ce que pour autant, il y a plus d'accidents? Non. On responsabilise le cycliste à faire attention dans les petites intersections, plutôt que de l'obliger à s'arrêter sans arrêt. Même chose pour les piétons. Si on ralentit beaucoup la vitesse des voitures, donc par exemple dans les zones 30, si on fait de vraies zones 30, qu'est-ce que c'est qu'une vraie zone 30? C'est une zone où il n'y a que du trafic de desserte, pas de trafic de transit.
Le transit, j'explique ce que c'est traverser sans s'arrêter dans un quartier. Arriver par le nord, en ressortir par le sud, utiliser le quartier comme un raccourci. Si on interdit cette possibilité grâce à un changement du plan de circulation, qui empêche les automobilistes de traverser le quartier pour éviter les bouchons sur les artères alentours, eh bien vous n'avez plus qu'un trafic beaucoup plus modeste dans ces rues, de gens qui ont quelque chose à y faire dans le quartier, soit qui s'y rendent, soit qu'ils en sortent. Eh bien, on a des gens qui roulent beaucoup plus lentement, tout naturellement, des piétons beaucoup plus sécurisés. Et là, vous pouvez, du jour au lendemain, quand un quartier est vraiment sécurisé, vous pouvez laisser votre enfant aller seul, à pied, voire même à vélo, à l'école du coin. Ça change tout. Donc ce que vous êtes en train de me dire, c'est responsabiliser l'individu, quel que soit son mode de déplacement, va amener derrière des comportements beaucoup plus prudents ou du moins plus respectueux. C'est ce que vous êtes en train... J'explique que si on fait un aménagement qui induit naturellement les gens à ralentir, ils deviennent plus civiques. Ça ne veut pas dire qu'ils vont ralentir ? Si. C'est-à-dire que vous comprenez que si dans une zone 30, si vous ne pouvez plus utiliser une zone 30 comme un raccourci, que vous vous rendez dans une autre zone 30 parce que vous avez quelque chose à y faire, vous chercherez l'endroit où vous devez aller, etc. Enfin, vous allez aller lentement. Tandis que si la zone 30 est utilisable comme un raccourci, vous allez foncer pour dépasser le bouchon, pour contourner le bouchon qui vous énerve. Et là, vous allez rouler à 50 à l'heure dans une zone 30, en se moquant éperdument des riverains, quoi. On voit bien que l'aménagement structure les comportements, c'est-à-dire amène naturellement, s'il est bien fait, si une zone 30 est interdite au transit, naturellement, les gens qui circuleront dans ces zones seront à la fois moins nombreux et iront moins vite. Aux Pays-Bas, toutes les zones 30 sont interdites au transit. Vous vous rendez compte ? Ça fait depuis plus de 20 ans, ça fait à peu près aux alentours de 2000 qu'ils ont généralisé, ils avaient déjà énormément fait cela. C'est désormais interdit, c'est écrit comme ça, interdit. Il est interdit. J'ai mis un moment à comprendre pourquoi ils l'ont interdit, parce qu'ils respectent à la lettre la hiérarchie des voies de circulation. Dans les zones 30, c'est des voies de desserte. Une voie de desserte ne doit pas servir au transit, et donc, c'est dit comme ça, dans une zone 30, pas de transit. Nous, on est encore en train de se dire, en France, ce serait mieux s'il n'y avait pas de transit. Oui, mais bon voilà, alors, on va finir par adopter la solution des Pays-Bas. Et comment vous faites dans ces cas-là ? Parce que quand vous avez des outils type Waze qui sont capables de vous inventer n'importe quel chemin, quelles que soient les interdictions, comment vous arrivez à faire cette interdiction ? Tout simplement en changeant le plan de circulation. Par un jeu de sens interdit, tout ça, vous faites des sens uniques tête bêche, vous savez, vous voyez, dans tous les sens, comme ça, et en changeant le plan de circulation, on rend impossible la traversée de part en part du quartier. Si on rentre par le nord, on est obligé de ressortir par le nord, ou éventuellement par l'est ou l'ouest, mais jamais par le sud. Voilà, c'est ça, le plan de circulation est changé pour empêcher les gens de traverser de part en part. Mais grâce au double sens cycliste, les cyclistes, eux, ils peuvent traverser, les piétons aussi, bien sûr. Donc, on donne comme ça la priorité, de fait, aux modes actifs, et ça change tout, ça change complètement l'ambiance d'un quartier. Est-ce qu'on se projette un petit peu sur l'espace public dans 10-15 ans ? Aujourd'hui, l'espace public, il est compliqué, notamment parce qu'il doit remplir plusieurs fonctions, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, et il y a une pression qui est particulièrement forte aujourd'hui, c'est la végétalisation, qui nécessite effectivement d'avoir une emprise sur cet espace public. Comment vous le voyez évoluer ? Est-ce que ça veut dire qu'on abandonne la voiture individuelle et que donc on donne encore moins d'espace à cette voiture ? Est-ce qu'on va vers plus de conflits de cet espace ? Comment vous voyez les choses évoluer par rapport à ça ? Je pense que les conflits vont avoir plutôt tendance à se réduire. Comme on vit ce changement de paradigme, c'est compliqué dans la tête des gens de comprendre que ça ne se passe plus comme avant. Vous avez des automobilistes qui sont encore très accrochés à leur voiture, qui se demandent pourquoi on les embête. C'est peut-être ça l'origine du problème de la mort de Paul Varry. C'est l'automobiliste, il voulait prendre un raccourci parce qu'il était coincé dans un bouchon, exactement ce dont on parle, c'est-à-dire prendre une zone 30 en transit. Pour atteindre ce raccourci, il a emprunté la piste cyclable
qui, évidemment, il était dans son tort complet, hein, on est d'accord, bien sûr, mais il était tenté par ce raccourci, par le fait de rejoindre ce raccourci. Ils sont en train, à Paris, de supprimer le transit dans tous ces quartiers, un à un. Une autre évolution, c'est la baisse généralisée des vitesses. À Paris, on a des chiffres très précis, on est passé de 21 km/h en moyenne au début des années 90, 92 exactement, on faisait en voiture du 21 km/h de moyenne à Paris. Aujourd'hui, on est à moins de 13. Une autre tendance, c'est de réduire les artères à 2 voies au lieu de 2 fois 2 voies. Nantes l'a fait dès les années 90. Vous vous rendez compte? Les 12 artères à 2 fois 2 voies qui amenaient au centre-ville de Nantes ont été traitées et réduites à 2 fois 1 voie. Nantes a fait ça dans les années 90. Qu'est-ce qu'on attend, quoi? Vous avez encore des quantités de petites villes, beaucoup plus petites que Nantes, qui ont encore des 2 fois 2 voies. Ce n'est absolument pas justifié en ville. On voit quand même que ça progresse sur ce plan-là. Les 4 voies sont de plus en plus transformées en 2 voies. Les 6 voies en 4 voies. Enfin voilà, on rétrécit. À Paris, c'est aussi très impressionnant ce qu'on fait. Mais on pourrait prendre Lille, Strasbourg, Toulouse, Bordeaux. Enfin, c'est partout pareil dans les grandes villes. Mais les villes moyennes aussi s'y mettent. Une autre tendance encore, c'est la tarification du stationnement, qui s'étend peu à peu aux villes moyennes, aux quartiers périphériques. Une autre tendance, c'est d'aller carrément jusqu'à la suppression complète du stationnement dans la rue. Comme au Japon, ben c'est comme ça. Voilà, à Tokyo, il n'y a pas de voiture dans la rue, on n'a pas le droit de stationner dans la rue depuis toujours. Nous avons connu ça. Haussmann a encore rappelé, on était en 1853, a rappelé qu'il est interdit de stationner dans la rue. Voilà, on avait cette règle qui a été peu à peu dévoyée. Aujourd'hui, ça nous paraît évident. On croit qu'on a toujours eu le droit de stationner dans la rue, mais pas du tout. Et Paris est en train de supprimer peu à peu toutes les places de stationnement dans la rue. Quand j'ai dit toutes, c'est impressionnant. Il y avait 350 000 places de stationnement dans la rue au début des années 90. En 2020, il n'y en avait déjà plus que 130 000. Okay, donc une division par 3, là déjà. Et dans ce mandat, la ville a décidé d'en supprimer encore la moitié. Et à Paris, c'est très très impressionnant, parce que quand je dis ça dans une ville moyenne, ils sont au plafond. Je leur dis, vous savez, à Paris, quand on veut faire un aménagement cyclable, on peut supprimer 200 places de stationnement et personne ne râle. En fait, personne ne râle parce que les riverains ont généralement aussi pas de voiture. Voilà. Le phénomène à Paris, c'est ça. Bien sûr. Oui. À Paris... C'est que vous gênez pas les riverains, vous gênez... Bien sûr, Paris est une ville un peu spéciale, on est d'accord. Mais si vous allez à Lyon, Lyon-Villeurbanne, hein, qui est le cœur de l'agglo, ben c'est pareil. À Strasbourg aussi. À Lille aussi. Une autre évolution intéressante, c'est comment tout cela se répand peu à peu dans tous les territoires. De la ville-centre vers l'approche périphérie, de l'approche périphérie vers la grande périphérie, des grandes villes, des très grandes villes comme Paris, vers des villes moins grandes, villes de province, vers des villes moyennes, vers des villes petites. Il y a des choses qui étaient inimaginables il y a 10 ans, qui aujourd'hui paraissent évidentes. C'est par exemple les rues aux écoles, on en voit même en grande périphérie. Ça, c'est quelque chose qui est admis aujourd'hui et même demandé dans des territoires où il n'y a que de la voiture, hein. Comme dans des petits villages, en grande périphérie. C'est quelque chose d'imaginable aujourd'hui, alors que c'était impossible il y a 10 ans, ou 15 ans, on va dire. Si on devait résumer un peu tout ce qui a été dit depuis le début, on a un espace public avec plusieurs usagers. Il faut recentrer, en fait, la personne qui doit être, ou les usagers qui doivent être prioritaires sur l'espace public. Pour vous, c'est clairement le piéton. Et derrière, avec des aménagements structurants, on peut amener à avoir des comportements aussi différents dans l'espace public. Plus civique, plus naturellement civique. Une des mesures les plus simples, c'est de réduire la vitesse. À petite vitesse, on devient beaucoup plus raisonnable. On écrase beaucoup moins facilement les autres, quoi. S'il y a peut-être un mot à retenir de tout ça, pour favoriser la cohabitation sur l'espace public, ralentissons.